Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, Catherine Emery-Bernet nous présente Autour des livres. C'est les éditions La Peuplade, une édition canadienne qui fait la part belle aux livres de fiction, des récits, de la poésie, des traductions de romans inspirants, d'où qu'ils proviennent. Quant à moi, je m'entretiens avec Boris Collin, le nouveau directeur du Tetris. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de La Peuplade, maison d'édition québécoise créée en 2006 et implantée depuis 2018 aussi en Europe francophone. Sa spécialité au départ était la poésie, puis la littérature canadienne et nordique, allant de récits de la suédoise Tove Jansson, créatrice des Moumines, à l'islandais Gurdir Eliasson, en passant par exemple par la danoise Olga Raven et son roman de science-fiction Les Employés. En novembre 2022, était invitée au Boréal de Normandie la groenlandaise Nivia Corneliusson pour La Vallée des Fleurs, le féroïen Johannes Nielsen pour Les Collectionneurs d'images et la suédoise Johanne Lycke-Holm pour Strega. Ils étaient là avec Mylène Bouchard et Julien Delorme qui travaillent ardemment à faire connaître La Peuplade en France. L'actualité de La Peuplade au premier trimestre de 2023. Paresse, voire Montauk, de Sophie Dorazvan, un premier livre d'une Canado-Suisse, sa relation à la mer, quittée des années et retrouvée lorsqu'elle est malade. Anna Thalberg, de Eduardo Sangarcia, auteur mexicain qui s'est intéressé à l'histoire d'une femme accusée de sorcellerie en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècle. Hotline, de Dimitri Nasrallah, auteur libanais. Une jeune femme arrive du Liban à Montréal. Par ailleurs, toujours actualité de ces publications, elles sont finalistes du prix des libraires du Québec, une en poésie, Mouron des Champs, une en fiction, Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali. On saura en mai s'ils sont totalement gagnants. Revenons à Johanne Lycke-Holm, l'auteur de Strega. Strega est son deuxième livre. Elle est également traductrice et enseigne l'écriture des femmes à l'École des sorcières au Danemark. École des sorcières. Strega, qui en italien signifie sorcière. Pas de hasard. Histoire de femmes. Le livre parle de 9 jeunes femmes qui viennent travailler dans un hôtel tenu par 3 femmes plus âgées. L'hôtel est en pleine montagne, loin de tout, un hôtel de luxe, mais sans clients. Les jeunes femmes vivent, travaillent, s'amusent ensemble. Ah, l'une d'elles disparaît un soir de fête. Le texte est tout en ellipse. On est dans le concret de cet événement, dans l'onirique de ce lieu. Voilà un extrait, leur arrivée. Comme sorti de nulle part, l'hôtel surgit derrière un très vieux chêne noir. Je remarquai aussitôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les proportions. Sur la nature en toile de fond, l'hôtel semblait être une miniature, comme une maison de poupée qui aurait été transmise de génération en génération. Autrefois, la façade avait été peinte dans un rouge intense qui avait passé, pour s'approcher davantage du rose désormais. Dès que nous eûmes franchi les grilles, elles se refermèrent derrière nous. Le bâtiment se trouvait au milieu d'un parc impeccablement entretenu. Les buissons formaient des rangées bien taillées et droites. Les statues étaient blanchies à la chaux. Nous avançâmes en ligne, nos valises à la main. L'air vibrait autour de nous. Nous passâmes devant une fontaine et un taillis vaporeux. Il flottait une odeur d'humidité, d'eau et de cheveux brûlés. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, de la musique s'échappait de l'intérieur. Des notes claires qui se heurtaient aux montagnes. C'était un morceau classique qui semblait joué par un orchestre de personnes très tristes. Je ne savais pas pourquoi l'endroit m'effrayait. C'était une belle journée et tout ce que je découvrais était magnifique.
Voilà, je n'en dis pas plus. À bientôt. Maurice Collin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du Tetris, nouvellement arrivé. Vous remplacez Franck Testard, qui était resté, je crois, de 94 à 2023, me semble-t-il. Et donc, vous venez peut-être des Ardennes ? Tout à fait. Donc, j'ai grandi dans ce territoire. Effectivement, je suis arrivé quand tout petit. Mes parents, mon père, à l'époque, a eu un nouveau travail à Givet, donc vraiment dans la pointe des Ardennes, en proximité immédiate de la Belgique, et donc toute la famille a bougé. Et puis après, la vie a fait que je me suis retrouvé à Sedan, puis entre Sedan et Charleville. Donc j'ai grandi dans ce territoire. Et voilà. Voilà. Et il me semble que votre goût pour la musique, du coup, est né peut-être pendant vos études à Nancy. Tout à fait. Donc après les Ardennes, je suis parti démarrer ma vie d'étudiante à Nancy. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai pu avoir une pratique de concert assez intensive, dont j'étais sevré dans les Ardennes parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres, malheureusement. Oui, là, vous posez le problème quand même de certains déserts musicaux. Ouais, c'est ça. Et surtout, à cette époque-là, les choses ont un peu changé. Je pense surtout maintenant, il y a un festival qui s'appelle le Cabaret Vert à Charleville-Mézières, qui est vraiment un des top festivals français. D'accord. Donc, qui l'eût cru qu'il y ait cet événement. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Oui. Mais voilà, les choses ont changé, Dieu merci. Mais voilà, à l'époque, effectivement, j'étais très sevré de concerts et j'ai pu découvrir ça dans la vie étudiante. Et c'est là où l'envie d'être partie prenante et d'organiser des concerts est née, quoi, tout simplement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, et je crois qu'il y a un emploi jeune aussi qui vous a aidé. Tout à fait. Donc ensuite j'ai poursuivi ma vie d'étudiante et d'étudiant. Oui, tout oui. simplement. Oui, oui. Et en 99, j'ai pu rentrer dans la vie active. Grâce aux emplois jeunes, donc merci Martine Aubry, merci Lionel Jospin, si je ne me trompe pas. Mais oui. Je pense que c'était sous leur mandat. C'est vrai que ça a donné un coup de pouce à tout un tas de jeunes à l'époque de ma génération qui sont rentrés dans le secteur culturel comme ça. C'est vrai. On est des centaines, je pense, à être rentrés comme ça. Donc c'était une époque un peu bénie. Oui, puis ça donnait l'occasion aussi de rencontrer peut-être d'autres milieux, de faire autre chose. Tout à fait. On apprenait un peu la vie, quoi. Ouais, c'était vraiment bien. Enfin, c'était vraiment un gros coup de pouce, je pense, pour toute une génération. Et donc, je renouvelle mes remerciements à Martine Aubry. C'est ça. Donc, vous avez fait des études de management ? Ouais, alors management des collectivités locales, on va dire. Donc, très orienté politique publique, on va dire. D'accord. Et donc moi j'ai orienté tout mon travail sur le rapport entre les politiques publiques et les musiques actuelles. C'était en train de se développer à l'époque. Oui. Et de voir comment il y avait du soutien, de la reconnaissance qui était établie en termes de politique publique pour ce secteur-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est en construction à cette époque-là. Il y avait déjà des choses qui étaient faites, mais qui sont fortement développées depuis, quoi, on va dire. Oui. C'est dans la suite finalement du développement du ministère de la Culture. Oui, quelque part, le ministère de la Culture historique en France, vous voyez, André Malraux. Ensuite, le ministère emblématique Jack Lang, qui justement ouvre les chakras de ce ministère et sort un peu des choses, on va dire, des formats plus classiques. Et donc, le temps de la reconnaissance pour nos musiques actuelles a pris un petit peu de temps. Voilà, et c'est fortement développé sous le ministère de Lang. Ça a commencé. Et puis, donc, quand moi j'étais étudiant à la fin des années 90, les choses se sont fortement développées. Quoi, d'accord. Puis après, vous avez travaillé à Limoges ? Ouais, tout à fait. Donc, c'est là où j'ai fait mes armes d'organisateur de concerts. Ah, voilà, c'est ça. C'est là-bas où j'ai tout appris. Donc, en travaillant à la Fédération Hiero, qui est une association qui ne gérait pas de lieux, mais qui intervenait dans plein de villes, de salles de concerts du territoire. Voilà, et c'est là-bas où j'ai tout appris, on va dire, sur l'organisation de concerts de manière pratique. Quoi. Alors c'est un territoire peut-être un peu rural également, mais je crois avec une forte dynamique associative. Oui, c'est ça. Il y avait effectivement donc la Fédération Hiero regroupait tout un tas d'associations. Plutôt musicales du territoire, avec des gens spécialistes dans certaines esthétiques, et c'était vraiment une super expérience.
de travailler avec toutes ces assos et d'essayer de faire bouger la ville, ce qu'on a quand même vraiment réussi à faire et qui existe toujours. Hein. La Fédération Hiéro fait toujours un super boulot à Limoges. Oui, voilà. Et là, effectivement, vous brassez toutes les musiques. Tout à fait, ouais. Dans le champ des musiques actuelles, quoi, on va dire, du rock, de la soul, un peu de jazz, de musique du monde, des musiques un peu extrêmes, de la musique électronique, du rap. Oui, de la pop, etc. Et de la musique contemporaine. Alors, par le biais de le truchement d'associations qui étaient adhérentes, on va dire, à la Fédé Hiéro, il y avait effectivement des gens qui étaient spécialistes de cette esthétique-là. Moi, je le suis moins. Mais en tout cas, ça ouvre les chakras aussi de baigner justement avec des gens qui sont experts d'autres musiques. Ça ouvre l'esprit et ça permet de découvrir. Exactement. Ça, c'est hyper intéressant. Exactement. Donc c'était une très bonne école. Et ça dynamise un territoire. Ouais, tout à fait. C'est super d'avoir J'imagine que les publics ont été ravis de votre travail. Ouais, j'espère. En tout cas, pas seulement d'une autre, mais celui de tout ce tissu associatif. Ça permettait d'avoir un spectre d'offres culturelles et artistiques qui était très riche, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Alors le Grand Mix à Tourcoing, c'était un grand projet aussi, un rêve réalisé. Ouais, tout à fait. Donc je suis arrivé au Grand Mix à Tourcoing en 2008 et effectivement c'était un peu le travail que je voulais faire quand j'avais 20 ans et que j'ai pu faire à ce moment-là, donc une forme d'aboutissement professionnel que j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'est un lieu que j'aimais beaucoup pour sa ligne artistique et pour les projets qui menaient, donc j'étais très très heureux de le rejoindre. Et puis j'y suis resté assez longtemps, 13 années, et pendant cette période aussi, on a eu une période où on a agrandi la salle, fait des travaux importants, créé une deuxième salle plus petite, un club de 300 places, un resto, des locaux, des bureaux pour l'équipe qui n'en avait pas jusqu'à présent, des espaces de travail pour les artistes. Donc beaucoup de choses qui ressemblent en fait quand on regarde de près au projet développé par le Tetris, même si le Tetris a encore plus d'outils, puisqu'il y a dans l'outillage, on va dire, du Tetris, il y a aussi des logements pour les artistes, pour pouvoir accueillir des artistes en résidence quand ils viennent travailler ici. Et puis il y a aussi évidemment West Park, qui est un gros festival sur le territoire. Oui, et puis la radio qui a beaucoup de succès. Et puis la radio West Track, qui est aussi un autre outil génial, pour de mise en lien et de valorisation de ce qui se passe sur le territoire havrais et au-delà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout nouveau pour moi. D'avoir, on va dire, dans ma manche ces deux outils supplémentaires que sont West Park et West Track, donc ça c'est très intéressant. Ah oui, complètement. Et surtout que vous êtes situé dans le fort de Tourneville aussi. C'est ça, donc ça c'est un autre atout vraiment fort, je trouve, du projet, parce qu'effectivement il y a plus d'une trentaine d'associations musicales, d'art plastique et au-delà. Et donc ça fait un espèce de cluster, de rassemblement, de dynamique artistique et culturelle sur un même territoire. C'est hyper intéressant. Donc on va voir quelle dynamique on peut mettre en place ensemble avec tous ces gens, avec le SEM aussi qui est en face de nous et qui est un acteur hyper important, mais pas seulement, Pieds Nus, l'AMH, d'autres structures qu'il y a sur le fort, West Track, etc. Oui, c'est vrai que c'est un beau lieu. Et très vivant. Très vivant, qui brasse beaucoup de... toutes générations confondues d'ailleurs. Parce que West Park, c'est pas seulement des jeunes, mais c'est des générations brassées. Ça, c'est formidable. Bah oui, tout à fait. C'est bien quand on réussit ces choses-là, effectivement, à s'adresser à toutes et tous. C'est un peu le rêve ultime, je pense, des acteurs culturels. Donc quand on y arrive modestement ou en partie, d'avoir quelques points d'orgue comme ça dans la saison où ce pari-là est réussi, c'est hyper intéressant. C'est sans doute le propre de l'art et peut-être plus particulièrement de la musique, de réunir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance avec la musique, je pense, de pouvoir avoir des réactions très immédiates sans forcément avoir besoin d'avoir été, d'avoir les connaissances
Ah oui, ou comment dire, d'avoir été musicien, d'avoir le background. Oui, voilà, c'est ça. La chance qu'on a avec la musique, c'est qu'on ressent quoi. On ressent les choses et puis on peut apprécier les choses profondément parce que ça nous fait du bien au cerveau ou aux tripes ou les deux. Et ça, c'est vrai qu'il y a cette immédiateté dans la musique que moi j'ai toujours énormément apprécié et qui fait que je suis là, c'est certainement beaucoup pour ça. Parce que voilà, il y a cette immédiateté dans le ressenti que moi j'ai en tout cas et que j'ai peut-être moins sous d'autres formes, même si au fil des années en particulier j'ai su m'ouvrir à d'autres choses qu'à la musique, mais j'ai vraiment ce rapport privilégié parce que j'ai toujours eu de l'immédiateté, on va dire, dans le ressenti avec la musique. Et alors la musique, c'est une musique aussi, comment dire, en progrès, en mouvement, pas progrès mais en mouvement, c'est-à-dire on découvre d'autres musiques. Vous parliez de rap, bien sûr, c'est en renouvellement perpétuel, en reconstruction, en réinvention, ça mute. Alors des fois c'est des petites évolutions, mais il y a quand même une créativité permanente. En tout cas moi, depuis que je suis en âge d'écouter de la musique, je me laisse faire par elle, par les gens que je rencontre, qui me font découvrir aussi d'autres choses, par les concerts que je vois. Voilà, donc il y a du mouvement perpétuel et ça c'est intéressant. Donc là, quelquefois, il faut susciter les curiosités. Ah ça c'est aussi le gros challenge on va dire de Westrack, de Westpark et du Tetris, c'est aussi d'essayer de faire venir les gens sur des choses qu'ils connaissent pas. Donc ça c'est toujours le pari le plus difficile, mais c'est celui qu'on va tâcher de relever dans les années qui viennent en tout cas. Oui. Je crois que le Tetris, le lieu, la structure vous ont attiré parce que vous avez été coordinateur à la Fédé Lima. Oui, voilà, donc j'avais déjà une vision du Tetris et des projets qui menaient et surtout j'ai envie de dire de cet outillage assez global, d'avoir les 2 salles de spectacle, le restaurant, on en a parlé, les logements, Westpark, Westrack, c'est effectivement un projet vraiment d'envergure où on peut agir à plein de niveaux différents pour être un acteur du territoire, donc ça c'est effectivement très, très attirant, très attractif quoi. Donc et puis le travail à la Fédé m'a permis effectivement d'avoir bien connaissance des projets des uns et des autres, et encore plus, de manière encore plus que sur les postes que j'occupais précédemment, on va dire. Donc, voilà. Oui. Ça veut dire que cette structure, dans le fond, vous permet d'avoir des rêves et de les concrétiser, là. Vous avez un projet enfoui au fond de vous que vous aimeriez peut-être développer. Oui. En tout cas, là, on va être dans un temps de construction collective pour 6 mois avec l'équipe, l'association, les partenaires. On va travailler à élaborer ensemble les activités qui seront développées pour les 4 prochaines années. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Mais on va dire que oui, dans les premières intentions, en tout cas, il y a effectivement l'envie de coopérer avec d'autres acteurs de la musique au plan européen. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. On sort des élections européennes, c'est bien de dire qu'on veut travailler avec l'Europe. Tout à fait, je pense que c'est plutôt une chance et que ça fait du bien en tout cas au projet culturel aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'avoir les retours aussi des collègues d'autres territoires, d'autres pays, et puis de voir les points communs qu'on a et puis les petites différences qui peuvent nous faire avancer aussi. Oui, c'est ça. On peut avoir des points de vue des fois un petit peu différents et ça c'est intéressant. Oui, vous voyez ces échanges, cette circulation comme une dynamique. Ouais, tout à fait. C'est ça. Une sorte de donnant-donnant. C'est ça. C'est ça. La réciprocité, évidemment, apprendre les uns des autres et puis faire circuler des artistes aussi, si on peut. Voilà, donc j'aimerais effectivement travailler avec la ville d'Anvers et la ville de Porto, qui sont des villes portuaires, qui ont peut-être des choses à se dire aussi avec Le Havre et peut-être des défis d'avenir. C'est-à-dire que vous les connaissez, Anvers et Porto Alors je connais un petit peu Anvers puisque j'étais à proximité, on va dire, en étant à Tourcoing, j'étais pas si loin que ça, 1h30. Donc c'est un territoire que je connais un petit peu mais qui reste à découvrir. Porto, j'y suis aussi passé en touriste. Mais je me dis que sociologiquement c'est certainement des villes qui ont des choses à se raconter, qui ont des passés communs qui peuvent être concurrentes, mais justement ce qui est intéressant nous en acteurs culturels, c'est qu'on peut
plutôt aller sur le champ de la coopération plutôt que de la concurrence. Oui. Et ça, c'est plutôt intéressant. Oui, c'est ça. Oui. À voir, à développer. À développer, oui. On dit souvent que la ville de Lisbonne, à son estuaire, ressemble au Havre. Ah bah écoutez, vous me donnez peut-être des billes, effectivement vous avez raison. L'ambiance. C'est une très très belle ville aussi, effectivement. Peut-être qu'il faut que j'aille voir aussi du côté de Lisbonne, effectivement. Vous verrez ça avec votre CA, un groupe constitué là. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, un conseil d'administration un peu plus d'une dizaine de personnes, une équipe d'un peu plus d'une vingtaine de personnes, et puis des partenaires, la ville, le département, la région, l'État. Voilà. Donc toutes ces structures, personnes on va travailler ensemble pour mettre en place un projet qui va évoluer sensiblement, immanquablement, avec un changement de direction. C'est aussi fait pour ça. Faut profiter d'une forme de fraîcheur, d'un regard nouveau pour faire évoluer un petit peu les choses. C'est ça, surtout que vous cassez pas la baraque, vous arrivez, vous observez. C'est ça. On va être dans une phase d'appropriation. Moi, je connais pas bien encore le territoire havrais. Il faut que je rencontre toute la richesse qu'il y a ici, les acteurs, les actrices du territoire, tout le tissu associatif que je vois très riche déjà. Donc ça, c'est en cours. Donc ça va prendre un petit peu de temps d'appropriation, forcément, comprendre le pouls, comprendre aussi les mécaniques de la ville. Tout ça, c'est hyper important. Donc ça va se faire en parallèle. Oui. Écoutez, bienvenue au Havre. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maurice Merci Collin. beaucoup. À bientôt, dans 6 mois peut-être. On se revoit dans 6 mois, avec plaisir. Pour un projet concocté par votre collectif. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier.
À notre agenda culturel, je vous incite, s'il pleut de votre côté, je vous incite à regarder les séries d'Arte. Elles sont en général très intéressantes. Et puis bien sûr, si vous êtes au Havre, parcourez le Havre à la recherche des œuvres de multiples artistes qui exposent depuis 2017. Vous savez que c'était l'aventure d'un été au Havre qui a commencé à cette époque, à l'occasion de la célébration des 500 ans de la fondation de la ville et du port, et que c'est vrai que le souffle artistique traverse la ville. Je vous incite à aller à la recherche de ces œuvres, mais aussi bien sûr à parcourir le site unetéauhavre.fr. Bonne semaine à vous, bonnes vacances, reposez-vous, visitez, soyez curieux. À bientôt.